Coucou, une vidéo du coup sur une de Bruno Le Salé qui a fait pourquoi le wokisme est mis en avant par les entreprises. Donc on va déjà rappeler ce qu'est le wokisme, parce que visiblement c'est juste le terme à la mode chez les personnes droites pour discréditer toute personne de gauche. Donc le terme, c'est un terme anglo-saxon qui veut dire woke et qui désigne en fait des personnes qui seraient conscientes des problèmes liés à la justice sociale et l'égalité raciale. Donc voilà, il n'y a qu'une petite partie de la gauche qui se définit comme telle et il faut arrêter de faire des amalgames. Voilà, parce que woke par exemple et personnes LGBT c'est pas du tout la même chose. Et chose incroyable, les personnes LGBT peuvent être de droite. Fou. Bon, voyons ça. Oui, allô, Georges Soros? Oui, oui, je suis désolé pour la dernière fois, tu avais raison, j'aurais dû vendre l'ADN de mes abonnés. J'ai reçu plein de compliments pour mon intégrité, mais pas beaucoup de monde m'a donné 1 euro pour soutenir la chaîne comme tu l'avais prévu. Est-ce qu'on pourrait voir la prochaine fois, peut-être pour un partenariat où je vendrai leur âme? Je te ferai un prix, t'inquiète. Ah, pardon, vous êtes là? Ah, je remercie les 110 personnes qui sont abonnées de soutenir la chaîne au moment où j'écris la vidéo. Merci beaucoup à vous. Par contre, si ça continue, je pense que je vais vendre votre ADN, hein. Attention, hein, et je vendrai peut-être mon cul à un parti politique aussi, hein. Je rigole, mais imaginez quand même. Je pense qu'il faudrait songer à s'abonner à la chaîne, hein. Je dis ça, je dis rien. Bref, bonjour à tous les chômeurs, bonsoir à tous les travailleurs. D'après cette stat, 33% des gens qui regardent cette vidéo ne sont pas abonnés à ma chaîne, donc abonnez-vous si vous voulez plonger dans des sujets qui participent à la destruction de mon image publique. Et on se retrouve aujourd'hui pour essayer de comprendre pourquoi le wokisme est autant mis en avant par les multinationales alors que plusieurs fois ce genre de pratiques ont été soldées par des échecs commerciaux. Bon, on va voir. Déjà, ça commence mal. Déjà, woke, LGBT, Black Lives Matter, ce sont des mouvements qui sont complètement différents. Donc, à chaque fois, amalgame. Mouvements commerciaux, je ne sais pas. Ce qui paraît, beaucoup de personnes extrêmement droite fantasment comme quoi euh, le, la baisse d'abonnement Netflix serait due à leur série où il y aurait voilà, une représentation LGBT. Non, c'est pas du tout parce que le prix de la vie a augmenté, que l'abonnement de Netflix a augmenté, et peut-être qu'il existe d'autres plateformes de streaming qui peut-être offrent des choses plus alléchantes et peut-être qui ont plus de nouveautés. Ha! Mais non, c'est forcément à cause parce qu'il y a des personnes LGBT, c'est pour ça. C'est pour ça que les gens partent. Non, ils cherchent pas. Non, non, ils ne voient pas ce qui les arrange, pas du tout. Et je pense que c'est le bon moment pour en parler vu que c'est le Pride Month, même si je pense que cette vidéo sortira à la fin du mois car j'ai pris une semaine de vacances vu que je suis revenu pour voir ma famille à l'occasion de la fête des pères. Et je profite des derniers instants qu'on a de la vie d'avant car mon odorat me dit que pour septembre, ça sent la merde, hein. Septembre-octobre, ça sent pas bon. Mais avant de parler de tout ça, il faut Quoi? revenir un peu dans le passé et parler d'Edward Bernays, le père du marketing et de la propagande moderne. J'avais fait une vidéo il y a quelques temps dédiée directement à ses plus hauts faits d'armes, donc je serai bref et je conseille pour ceux qui ne l'ont pas vu d'aller voir la vidéo. Edward Bernays, qui est un descendant de Sigmund Freud, est le père de la propagande et du marketing moderne. Son livre Propaganda a été dans la bibliothèque des plus hauts classés nazis et pareil chez les directeurs communistes. On peut lui donner quelques palmarès rapidement, il a bossé pour le compte des États-Unis plusieurs fois, dont au début de sa carrière où il a préparé plusieurs films de propagande en 1917 durant la Première Guerre mondiale où il a fait partie de la commission Créel créée par le président Wilson pour mettre sur pied un arsenal mental, une machinerie destinée à retourner l'opinion publique américaine qui était pacifiste et à la préparer à l'entrée en guerre, faisant de la propagande durant la Première Guerre mondiale les prémices d'une science. Voilà, je lis la description Wikipédia rapidement, on se sent informateur. Après... Euh, c'est crucial en fait de comprendre comment fonctionne la propagande et comment fonctionne la manipulation pour pouvoir s'en prémunir, peut-être voir si on peut être manipulé, etc. Voilà, la manipulation existe, la propagande aussi, et ce serait con de pas en Après voir, cette enfin expérience, bref. il a décidé d'ouvrir un cabinet nommé Direction de publicité ou propagande, mais il change très rapidement le nom de son business en conseiller en relations publiques car le mot propagande était trop péjoratif et il revendique la paternité de ce titre. Voilà le mec. Et pourquoi ce personnage nous intéresse? Car à la base, on parle de wokisme. C'est tout simplement car durant sa carrière de conseiller en relations publiques, Incroyable, tu mets des images de cigarettes en parlant de wokisme. Ok. Donc tu parles d'un produit qui provoque des cancers et tu le compares à un mouvement social.
Il a été Peu engagé importe par son Lucky nom. Strike, la marque de tabac, en fait d'augmenter leurs ventes, car il y avait un petit problème dans les années 1920, le fait que les femmes fumaient était tabou. Donc c'était quasiment 50% de la population qui ne consommait pas de tabac. Et Edward Bernays a eu plusieurs idées et approches pour changer ce problème. Première approche, jouer sur le physique et l'attirance. Donc sa première stratégie était de vendre les cigarettes comme une aide pour mincir. Au lieu de manger des sucreries et des conneries, il suffit de fumer une cigarette pour garder la ligne, et les autorités médicales se mirent à encourager de fumer des cigarettes plutôt que de manger des conneries. Et on persuada les ménagères que garder les cigarettes à portée de main était une nécessité sociale. Cette approche était intelligente, mais là, il a eu une idée de génie. Il y avait à l'époque le mouvement des suffragettes, donc un mouvement féministe qui avait des revendications comme le droit de vote, et il s'est dit que pour faire lever le tabou de la consommation de tabac chez les femmes, il serait intéressant de se greffer au mouvement féministe. Et lors du défilé de Pâques à New York en 1929, il a mis son plan en marche. Il engagea des mannequins mais pas des actrices connues, car sinon la campagne marketing aurait été flagrante, et ces mannequins étaient répartis dans plusieurs églises pour qu'en descendant les marches, elles allument une cigarette qu'elles appelleraient les torches de la liberté. Tout ça devant des caméras et des journalistes placés à l'avance par Edward Bernays, car il avait contacté plusieurs en leur disant qu'un scoop allait arriver s'ils étaient là-bas. Et ces mannequins devaient vendre le fait de fumer comme une émancipation de l'homme et une quête d'égalité. Et ça a marché, tout comme la publicité qui suivit, et des vagues de femmes se mirent à fumer à travers le pays. Et c'est comme ça que le marketing woke a été créé. On peut faire sauter des Non, pas le marketing woke. Le marketing. Il faut que tu sois un peu plus sérieux en fait. En fait, c'est comme ça que le marketing marche, et chose incroyable. Mais oui, les entreprises essayent de suivre les mouvements sociaux pour bien être vues, et parce que leur but c'est de bien être bien vu et de vendre. Donc c'est sûr que par exemple les entreprises ne vont pas prendre des décisions, vont faire en sorte justement pour des trucs plus libertaires, des trucs plus sociaux, parce que ceux qui achètent, ce sont surtout les personnes de la société. C'est pas grand chose que je dis. Bref, les personnes qui sont pas forcément voilà, la majorité des consommateurs sont des personnes lambda. Ils vont juste acheter, des fois elles vont changer de marque parce que celle-là a plus des revendications sociales ou pas. Donc oui, c'est pas juste il a pas inventé le marketisme woke, il a juste inventé le marketisme, voilà. Ça a toujours été comme ça. Enfin, ouais. tabous en se greffant à des mouvements sociaux et vendent des produits qu'on n'aurait jamais pu vendre avant. Et c'est aussi pour ça que le créateur d'OnlyFans est le plus grand proxénète de l'histoire de l'humanité. Gros respect à lui. Il a je ne sais combien. Non. Alors. On va voir ce que c'est. Comment c'est écrit ? Voilà. Le proxénète est le fait de gérer des profits sur l'activité de prostitution d'autrui grâce au pouvoir que l'on exerce sur les personnes qui se livrent à cette pratique. Le proxénétisme est illégal dans de très nombreux pays dans le monde, et sa définition juridique peut varier selon un pays. Donc, le proxénète est quelqu'un qui force des personnes, voilà, que ce soit sous la contrainte physique ou sous toute contrainte, à se prostituer. Voilà. Quand tu parles de personnes qui d'OnlyFans, ce sont des personnes qui sont totalement libres et qui publient des photos d'eux de façon, voilà, ils le font de leur propre chef et il n'y a aucune imposition là-dessus. Enfin bref, c'est juste c'est juste une discréditation, juste parce que voilà, t'aimes pas trop le sexe et visiblement, voilà, font des photos ou des trucs à caractère sexuel, visiblement, c'est pas très gentil. Combien de milliers de dindes qui vendent des photos de leur cul pour l'enrichir, et ça passe parfaitement car depuis plusieurs années on vend comme féministe le fait de vendre son corps. Je pense que ces personnes n'ont absolument rien compris. Les personnes, tu vois, il y a d'un côté les proxénètes qui forcent des personnes à faire des choses, voilà. Là on parle d'objectification des personnes. Et dans l'autre cas, t'as des personnes qui le font de façon volontaire. Voilà, et qui, au final, c'est un métier comme un autre. Et ce n'est pas parce que c'est lié au sexe que c'est un métier lié au sexe que du coup, c'est mal. Enfin bref. Petit fait drôle, Edward Bernays a été engagé 30 ans plus tard, en 1960, pour faire des campagnes anti-tabac, pour jouer sur tous les tableaux pour se faire de la thune. Maintenant, revenons à notre époque, pas besoin de vous expliquer qu'on... Bah oui, parce que son but c'était de faire de la publicité.
ils s'en foutent de ce qu'ils vendent en fait. On est en plein dedans, toutes les marques proposent des publicités woke, les films, les séries notamment sur Netflix proposent ce genre d'idées, d'ailleurs c'est des descendants du frère d'Edward Bernays qui possède Netflix. Mais bon... Ah, toujours, woke. Tu n'as toujours pas défini ce qu'est le terme woke, parce que justement, je doute que tu vas le définir en fait. Parce que tu veux vraiment que ça soit un truc nuageux qu'on n'arrive pas à définir, mais non, les personnes woke sont très rares, et peu de personnes se définissent comme woke, et tout ce que tu défends, c'est « Oh là là, des entreprises sont pour des causes sociales qui sont justes, oh là là, c'est vraiment pas bien, oh là là, c'est vraiment triste que d'autres personnes soient présentées, et qu'il n'y ait plus que... il y ait moins de 99,9% des acteurs qui soient blancs ou cis, bref. » Non mais c'est fou, je pense que ces personnes ne se rendent pas compte. Ces personnes sont en train de chialer parce qu'elles voient de temps en temps une personne LGBT, mais elles se rendent pas compte que pour les personnes LGBT, c'est 99,9% des films et des acteurs qui ne les représentent pas. Donc faudrait peut-être se mettre à notre place, non ? Non. Je suis complotiste quand je dis que les gens qui nous dirigent ont tous des liens familiaux comme dans cette vidéo. Mais le problème c'est que dans les séries ils n'ont pas forcément quelque chose à vendre. Je veux dire, quel est l'intérêt pour un producteur de sortir une série avec une horde de cheveux bleus de toutes les couleurs ou d'avoir des hommes, je dirais, artistiques ou flamboyants dedans ? Ils vendent pas de peine. En quoi ça te pose un problème en fait ? Pourquoi ils auraient pas droit ? Je ne comprends pas en fait. Pourquoi ils ne pourraient pas ? Après tout, chacun fait ce qu'il veut. Enfin, voilà. Enfin, ça paraît con, mais si t'as envie d'avoir les cheveux bleus, bah, et les cheveux bleus. Pour des cheveux à ce que je sache. Les marques, ok, on pourrait dire que c'est pour bien se faire voir, mais est-ce que c'est vraiment tout ? Est-ce que c'est simplement pour bien se faire voir du public ? Alors que pourtant le sujet divise et les consommateurs savent très bien que Nike ou les marques de vêtements n'ont strictement rien à foutre des minorités. Ça c'est tout vrai. Les grandes marques n'en ont rien à foutre. Et ce qui divise, je pense que vous surestimez votre nombre en fait, les gars. Je pense que la majorité des populations, en fait, s'en branlent et s'en foutent. Vous êtes toute une minorité qui est là en train de chialer à chaque fois que vous voyez une personne LGBT, parce que vous êtes con. Mais la majorité des gens, ils s'en branlent. Mais ils s'en branlent royalement. Donc arrêtez de vous surestimer et juste acceptez le fait que... Voilà, il faut accepter les autres dans la vie. Voilà. C'est aussi con que ça. LGBT, etc., vu qu'ils emploient des esclaves sous-payés dans des pays sous-développés ou carrément des Ouïghours dans des camps de rééducation en Chine. Ça, peu importe les entreprises. Voilà, c'est comme le but, c'est de faire le plus de marge-profit, ils essayent, bref. Plusieurs fois, les campagnes de marketing woke se sont fait ratio sur les réseaux sociaux. Je pense notamment à la pub Pepsi avec Kylie Jenner. Et on peut aussi parler du fait que les actions de Netflix sont en train de sombrer dans le néant car de moins en moins de séries de bonne qualité sortent, donc les gens se désabonnent. Mais ça n'a rien à voir avec le nombre de personnes woke dans les séries. C'est peut-être que Netflix a moins sorti de bonnes séries. Et peut-être justement parce que le prix, etc. Il y a tellement en fait de causes pour une baisse du nombre d'utilisateurs. En fait, il y a tellement de causes possibles à chaque fois que en fait, ces personnes ne prennent juste la cause qui leur dit « Ah là là, oh, dis donc, il y a de plus en plus des films, des séries avec des personnes LGBT. Oh là là, de plus en plus de personnes se désabonnent de Netflix. Ah là là, il y a forcément une corrélation entre les deux. » Bah non, pas forcément. Parce qu'il y a d'autres causes qui font que les personnes quittent. Voilà, c'est pas aussi binaire, c'est pas juste... Même s'il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte. Alors pourquoi les grandes marques s'obstinent sur ce créneau-là ? Ce truc me trotte dans la tête depuis un moment, voire des années, et j'ai trouvé en fouillant quelque chose de très intéressant. Est-ce que vous connaissez l'ESG ? Balek en a parlé rapidement dans cette vidéo, et pour nos abonnés en commun, vous avez sûrement remarqué que notre contenu se rapproche de plus en plus en ce moment. Il ne faut pas avoir peur. Tout simplement quand on discute quotidiennement de ce genre de sujet, et c'est pour le mieux. Et donc je vais décortiquer tout. Oula, ça je suis pas sûr. Tout ça, comme à mon habitude, tous les aspects de ce mystérieux ESG. Donc l'ESG, Environmental, Social and Corporate Governance, qu'on traduit critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, est l'une des principales raisons de pourquoi la culture woke est mise en avant par les grosses entreprises. Donc cette ESG est une sorte de notation qu'on applique à des entreprises cotées en bourse pour savoir si elles respectent l'environnement, si elle a des bonnes relations avec ses employés, et en simplifiant, en extrapolant, si tu mets en avant l'idéologie woke en général dans la catégorie sociale. Toujours. Idéologie, woke, toujours pas définie. Idéologie, comme quoi ça serait quelque chose de négatif. Bref, on parle surtout, enfin il dit rien, enfin il dit ouais, il y a des entreprises qui mettent en avant voilà, une idéologie, donc des gens, la majorité des gens, ils connaissent pas, même pas ce que c'est que le terme woke, et ils ne connaissent pas du tout comment ça se passe pour les personnes LGBT. En fait,
il ne balance aucune info. Tout ce qu'il dit, ouais, il y a des entreprises, ils mettent en avant un truc dangereux, un truc idéologique, et puis ça force des gens à faire des trucs mal, et puis Cette note va décider de ton potentiel à être investissable. Il faut savoir que les plus grosses compagnies d'investissement, celles qui possèdent quasiment tout le marché comme BlackRock, n'ont le droit d'investir uniquement sur des entreprises avec un certain score d'ESG. Ceci doit commencer à vous mettre la puce à l'oreille. Si tu reçois une mauvaise note d'ESG, tu te fermes un sacré paquet de pognon, puisque les plus gros investisseurs sur le marché ne pourront pas poser un billet chez toi. Donc l'ESG est un moyen de soumission pour que les entreprises s'alignent sur des critères subjectifs comme les critères sociaux. Et pour les critères environnementaux, j'imagine que tu peux gruger, car je ne vois pas en quoi Apple, qui sort je ne sais combien d'iPhone par an, pour ses consommateurs et écologiques, on sait comment est extrait les minéraux pour fabriquer un téléphone. c'est très différent. On peut dire par exemple qu'Apple, je crois, avait fait un robot justement qui servait à ça paraît con, mais désassembler des iPhones, voilà, pour les séparer en plein de morceaux pour que justement ils puissent avoir une meilleure recyclage en fait des matériaux. Donc ce n'est pas parce que tu ne sais pas que Apple ne fait rien. D'ailleurs, je n'aime pas du tout Apple. Oui, ils font beaucoup de conneries, mais toutes les entreprises comme Google, etc., essaient de trouver des moyens de recyclage, etc. Parce que non seulement c'est un aspect écologique qui est très important, mais aussi c'est un aspect financier énorme. Parce que c'est très bien d'épuiser les minerais, voilà, etc. Pour l'instant, c'est peut-être rentable, mais peut-être comme ils voient que bah, du coup c'est de plus en plus compliqué, on voit en plus avec les actions écologiques c'est de plus en plus compliqué, donc au bout d'un moment ces matières premières vont devenir de plus en plus difficiles à obtenir. Donc ces entreprises prévoient en fait d'autres manières pour pouvoir les recycler, pour pouvoir les réutiliser, ce qui leur ferait également un gain financier et un gain écologique. Bref, donc du coup ce fameux ESG, donc il servirait à dire voilà, on a des entreprises du coup qui sont plus ou moins écologiques, leur donner une note en fonction de ça. C'est très vague, on connaît pas les critères, on sait pas ce qui est demandé, on nous dit juste ouais, il y a des trucs qui sont sociaux. Quels sont les critères sociaux? Bon, on va voir si tu en parles, mais bon. C'est-à-dire par des petits Africains dans des mines sans protection avec des gaz toxiques très nocifs où ils ne verront certainement pas l'âge adulte. Et que l'obsolescence programmée qui règne en maître à notre époque permettrait, si on avait de vrais produits qui durent dans le temps, de réduire considérablement notre empreinte écologique sur le monde. Bah oui, et malheureusement, bah ce qui compte, bah c'est le profit. Voilà. Et c'est tout en fait. Les entreprises te parlent de sauver la planète, mais font en sorte de te vendre de la merde qui explose volontairement pour que tu en rachètes. Il y a encore une ampoule qui fonctionne après 100 ans et les constructeurs à l'époque ont décidé d'arrêter d'en fabriquer car ce n'était pas assez rentable. Ils avaient même formé une sorte de cartel, ils se mettaient des amendes entre eux si l'espérance de vie d'une ampoule d'un concurrent dépassait les 1500 heures. Mais revenons à l'ESG, tu dirais que par exemple Tesla devrait potentiellement avoir une meilleure notation qu'Apple. Alors, on va revenir du coup sur ce fameux 500 heures. ESG. Mais revenons à l'ESG. Alors, donc du coup là on voit à peu près la note et la répartition. Alors, donc on va voir déjà en environnemental, ressources utilisées qui fait partie à peu près, je suppose que ça fait... Ça doit pas faire 100. Non, moi je ne sache pas compter. 30... 70, non, ça fait pas du tout 100. Bon 20. Ah oui, c'est 186. Donc 20 sur 186. Donc du coup, là on va voir d'où viennent les ressources, etc. Donc du coup, Apple, effectivement, s'ils prennent des ressources rares, etc. Bref, leur note va chuter ici. Concernant les émissions, il faut savoir que il n'y a pas que la production, il faut voir aussi est-ce qu'ils font. Je vois beaucoup d'entreprises, par exemple, luttent pour, investissent pour la replantation d'arbres. Bref, quelles sont leurs émissions en CO2 et produits toxiques. Bref, et quelles sont les choses qu'ils font pour améliorer ça. Innovation, est-ce qu'ils font des innovations? Bref, pour pouvoir réduire la consommation, par exemple réduire la consommation des téléphones, voilà, l'efficacité pour qu'il y ait moins de pertes d'énergie avec la chaleur, bref. Là, on passe au niveau social, donc workforce, je dois être, voilà, c'est soit comment ça se passe à propos des droits qu'ont les employés, voilà, les droits humains, voilà, leur communauté, la réponse, voilà, est-ce que leurs produits sont responsables, ok. Et ensuite la gouvernance, donc le management, shareholder, je sais pas trop, SR, bref. Donc on pourrait dire déjà que sur 186, le social compte pour 40,
54, 62. 62. Bon, c'est même pas la moitié. Enfin bref. On va voir ce qu'ils nous en disent, mais bon. ESG, tu dirais que par exemple Tesla devrait potentiellement avoir une meilleure notation qu'Apple. Les voitures électriques c'est écologique, du moins dans les discussions mainstream, car même problème que pour Apple, les batteries au lithium ne poussent pas sur des arbres et le procédé d'extraction encule la planète. Mais Mais en fait, le gros problème, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle. Et pour voir en fait la différence entre voitures électriques déjà et voitures thermiques, déjà, oui, la production d'une voiture électrique est nettement plus polluante comparée à la production d'une voiture thermique. Après, sur le temps, du coup, il y a plus d'émissions. Enfin, bref. Par contre, dans la consommation, vu que l'électrique, il faut voir en fonction de comment utiliser, comment est produite l'électricité. Donc, comme des pays de la France où l'énergie vient pas mal du nucléaire, du coup, on s'y retrouve. Mais c'est vrai que par exemple l'électrique, déjà rien qu'en fonction des pays, en fonction de leur mode de production d'énergie, c'est plus ou moins viable en fonction de la du modèle thermique. Et après on voit, et on peut se pencher sur l'avenir, mais la limite, parce qu'on voit que le parc, le nombre de pourcentage des voitures électriques n'est pas si important, donc du coup encore ça va. Mais il est impossible, avec notre production actuelle d'électricité, de voir un parc automobile tout électrique. Donc voilà, beaucoup de personnes pensent plus que l'électrique c'est un petit peu un effet de mode, et la majorité peut-être se pencheront plus vers des modèles hybrides avec de la production d'essence synthétique du coup. Voilà. Bref, il y a plusieurs choses qui sont vertes, peut-être voir des carburants verts ou des... Bref. Pour l'instant, il y a différentes possibilités, il n'y a rien encore. Le gros problème, en fait, c'est une histoire de coût. Parce que malheureusement, l'essence, c'est pas cher à produire, comparé par exemple à de l'essence synthétique qui va être plus chère, de l'essence biologique, bref. Et c'est à chaque fois le problème des coûts de fabrication des essences, qu'on pourrait dire renouvelables. Bref. C'est un truc qui est plutôt très complexe. Enfin bref. Mais non, Tesla, ce n'est pas parce qu'ils font juste des véhicules électriques qui ne produisent pas... Parce que surtout, ce qui est très polluant en fait, ça va être la production des batteries lithium. Et oui, et ça c'est polluant. Ouais. Bon, faisons comme si on était un trépané de boomers avec les neurones grillés par les ondes qu'envoie la télévision 24 heures sur 24 et qu'on croit vraiment que les voitures électriques c'est écologique. Bref, encore comme un peu comme chez les concurrents ou chez les personnes du même type, toujours à réduire les autres, quoi. Voilà, parce que eux, ils savent, ils sont intelligents. Enfin bref, écologique, tout est compliqué. Le gros problème, c'est que de base, l'énergie, quand on voit les lois de la thermodynamique, au bout d'un moment, il y a toujours une perte d'énergie via la chaleur. Donc au bout d'un moment, notre monde est limite voué à ne plus avoir d'énergie. Mais l'écologie, c'est quelque chose de très compliqué. Il faut voir en fait et développer de nouvelles possibilités de locomotion et qui seraient peut-être avec des énergies qu'on ne connaît pas encore. Mais le gros problème, c'est si on se base sur une source... sur une ressource minérale ou des choses comme ça, ça va être à peu près le même problème que le pétrole. C'est qu'au d'un moment, au début ça va, et après il y en a moins en moins, et après on fait quoi quand il n'y en a plus. Bref. Donc il faut trouver d'autres solutions, etc. Mais on se rend compte que... Mais c'est nettement plus compliqué que dire c'est pas écologique, c'est écologique. C'est toujours des nuances pas possibles. Bref. Les voitures électriques peuvent être écologiques, je pense que surtout, ce qui peut être très écologique, par exemple, c'est les bus électriques. Parce que du coup, oui, même s'ils sont très polluants à leur production, au final, la consommation fait que sur le long terme, et en plus avec le... Bref, je pense que ce qui serait de plus en plus écologique, ça serait de réduire au maximum les véhicules qui seraient individuels, et plutôt partir sur des trucs collectifs. Voilà, pour réduire au maximum l'émission par personne, etc.
Donc il y a peut-être aussi des changements à faire, comment comment on agit dans la société, bref, nos modes de déplacement, bref. C'est très complexe. Un moins bon score de SG qu'Apple. Un score moyen de 29 alors qu'Apple est à 16. Et si on regarde le détail, on voit que Tesla se fait surtout baiser sur son score social, 16,2, soit le score total d'Apple. Pourquoi à votre avis Tesla se fait démonter sur son score social? Tout simplement car Elon Musk ouvre trop sa gueule sur les réseaux sociaux et que cette espèce de monstre est pour la liberté d'expression. Bon, après c'est pas non plus le mec le plus connu pour avoir des meilleures relations avec ses employés. Je ne suis pas sûr que la note, qu'il ait une mauvaise note, Tesla a une mauvaise note à cause du comportement d'Elon Musk sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas d'où ça vient. Bref, peut-être parce qu'il y a des problèmes de gestion avec ses employés, peut-être que, bref, il y a des problèmes, peut-être qu'il n'y a pas de syndicat, bref. Je ne suis pas dans le truc, je ne sais pas ce qui se passe, je ne connais pas la note, je ne sais pas comment. Bref, je pense que là tu dis juste des trucs au pif, comme ça t'arrange, et puis voilà. On est toujours sur la liberté d'expression. C'est nettement plus complexe que ça. La liberté d'expression, en fait, t'as le droit de dire tout ce que tu veux du moment que ça nuit pas à l'intégrité ou à la liberté d'autrui. Mais beaucoup de personnes l'oublient, et malheureusement, beaucoup de personnes, au nom de la liberté d'expression, se permettent de dire des choses horribles, être misogynes, etc. Bref, au nom parce que pour eux, ils ont droit, et voilà. Les autres, bref, ils ont un petit peu de mal avec les autres, et Avec cette découverte de l'ESG, mon cerveau surdéveloppé a commencé à faire des connexions. Déjà, Apple parle du fait sur leur site qu'ils veulent level up leur score environnemental pour préparer 2030. On viendra sur cette année dans une future vidéo qui est une année clé pour les gens qui nous dirigent. Je peux juste vous dire que les golems ne sont pas prêts pour 2030. Ce que vous avez toujours, terme de golem, voilà, nous on est les personnes éveillées. C'est marrant pour des personnes qui se disent anti-woke. Voilà, on est contre les woke, mais on est woke nous-mêmes parce que les autres c'est des golems. Bref, faut éviter d'écouter toutes les personnes en fait qui prennent tous les autres pour des pigeons, ils se prennent meilleurs que les autres, bref. Les autres, ton cerveau aussi, ils réfléchissent. vécu ces dernières années n'était que la bêta-test de votre futur. Il n'y a pas qu'Apple qui parle de 2030, il y a aussi Google qui se prépare pour cette fameuse année. Et énormément d'entreprises, je veux dire quasiment toutes. En tout cas, avec cette information en tête de l'ESG, j'ai dit... Bah peut-être parce que justement, il y a des... mince, je sais plus comment ça s'appelle, mais... il y a des recommandations internationales. Et si 2030, c'est le but, c'est parce que... voilà, s'ils n'arrivent pas à faire réduire leur truc carbone, etc., ils peuvent avoir, à partir de 2030, peut-être avoir des malus écologiques, bref. Voilà, c'est des choses qui sont poussées au niveau international pour que justement les entreprises se développent, pour qu'il y ait une moins grande, pour qu'ils aient une moins grande empreinte carbone, bref. Décidé de méditer là-dessus. Et là, tout est devenu plus clair. Pourquoi en 2017, on a eu l'Apocalypse sur YouTube? Pour rappel, PewDiePie, l'un des plus gros youtubeurs mondiaux, avait fait une vidéo dans cette période où il avait engagé sur Fiverr des Indiens pour qu'ils écrivent « Tuer tous les juifs » sur une pancarte. Il avait fait ça pour tester les limites de ce que tu pouvais faire sur Fiverr en payant quelqu'un, mais les investisseurs n'ont rien voulu savoir et ils ont cancel massivement YouTube en retirant toutes les publicités et plus aucun youtubeur n'était capable de faire de l'argent sur la plateforme. Pour refaire venir les investisseurs, YouTube a dû faire des concessions. Et cette concession était le système de démonétisation des contenus tendancieux. Car avant ça, sur YouTube, tu pouvais dire quasiment n'importe quoi et être monétisé. Ce n'est plus le cas maintenant. Et ça correspond à la catégorie sociale de l'ESG. Pour que les investisseurs puissent continuer à investir chez Google, il fallait un meilleur contrôle du contenu. Malheureusement... Pas forcément. C'est peut-être que malheureusement, des employeurs se sont vus que finalement, YouTube n'avait pas forcément un très grand contrôle sur leur publicité et que la publicité pouvait se retrouver ralliée avec des vidéos avec des messages de haine et des choses comme ça. Donc ce qui pouvait réduire ce qui pourrait leur porter préjudice. Est-ce que c'est vraiment à cause de l'ESG? J'en doute, mais bon. Malheureusement, YouTube n'est pas coté en bourse, mais est regroupé dans l'action de Google. Donc j'aurais bien aimé voir le score d'ESG de YouTube avant l'Apocalypse, puis celui après, avoir mis les mesures de démonétisation, mais bon. Quelque chose me dit qu'il est level up. Car les publicitaires en ont strictement rien à foutre d'à quel endroit leur pub passe en réalité. Cette indignation n'est qu'une excuse car la télévision ils payent un créneau horaire et s'en branlent. Les pubs passent devant des news d'attentats avec des dizaines de morts, voire des centaines, et je repense toujours... Non, c'est très différent parce que du coup, à la télévision, déjà c'est moins efficace que sur Internet parce que du coup c'est pas quelque chose qui est privé.
Mais la télévision, il y a des lois derrière. Ils peuvent pas faire n'importe quoi à la télé. Alors que sur Internet, bah, par exemple, si YouTube ne détecte pas une vidéo qui, je sais pas, où il y a peut-être des actes violents dessus, une vidéo pourrait être mise dessus avec des actes violents et peut-être que des personnes pourraient associer la marque à la vidéo. Bref, c'est à la télé, tout est contrôlé. Toutes les pubs sont contrôlées, tous les contenus sont préparés. Bref, sur YouTube, le nombre de vidéos qui est posté chaque seconde est tellement immense. Au bout d'un moment, s'ils n'ont pas des algorithmes, des intelligences artificielles suffisamment puissantes pour pouvoir réguler ça, bah manuellement ils peuvent pas. Donc c'est pas possible de comparer, enfin on compare ce qui est comparable quoi. Toujours à cette fameuse pub pour un burger collé, juste avant un reportage sur des enfants siamois. Cheeseburger minis and Rodeo minis. And right now you can get a mini plus 4 fries and a small Coke for just $4.95. Hungry Jack's makes it better. You're very special little girls. Next on 60 Minutes. Il n'y a aucune news positive à la télévision, tu vois des trucs pires que sur YouTube, des cadavres, la guerre, etc. Pourtant ça les emmerde pas et ils payent beaucoup plus d'argent pour passer à la télévision que sur YouTube. Parce que c'est plus cher et que... Bon, enfin... Ils demandent 10 fois plus. Alors pourquoi ils ont fait les fines bouches sur YouTube? Tout simplement car ils savent très bien que la télévision est entièrement contrôlée et que rien ne remettra en cause leur pouvoir là-bas. Les journalistes enquêtent uniquement sur ce qu'ils ont le droit d'enquêter, sinon ils se font virer dans le quart d'heure ou mettre en prison comme Julian Assange. Ça c'est un peu complotiste, hein, comme quoi les journalistes ne pourraient pas investiguer sur ce qu'ils peuvent, sur ce qu'ils veulent. Bah si c'est vrai, c'est extrêmement grave. Donc j'espère en fait que tu dis pas ça dans le vide en fait, et que derrière t'as des preuves. Parce que là, si tu nous dis que les journalistes en France ne sont pas capables de faire de l'investigation sur ce qu'ils veulent, c'est gravissime. C'est gravissime. Et si tu as vraiment des preuves que ça se fait vraiment, il faut que tu fasses quelque chose, quoi. Parce que là, c'est... Va d'ailleurs bientôt se faire extrader aux États-Unis pour croupir dans une cellule jusqu'à la fin de sa vie. Alors que sur YouTube, des millions de personnes sur lesquelles ils ont aucun contrôle peuvent parler d'absolument ce qu'ils veulent. Donc il fallait mettre en place un système de contrôle sur YouTube et sur les réseaux sociaux en général pour empêcher les gens qui n'ont pas un avis mainstream de ne pas pouvoir gagner leur vie. Car Non. Enfin bref, c'était surtout déjà pour... parce que malheureusement, il y a des personnes qui mettent des photos très violentes, décapitations, viols, etc. Et donc ça, il faut que ces vidéos soient détectées le plus vite possible pour qu'elles soient le plus vite possible décachées. Voilà. Et puis c'est aussi pour peut-être aussi voir les propos qui sont dits haineux, etc. Il faut savoir que même si tu penses être libre, enfin, si tu penses être impuni sur Internet, mais si tu dis des propos haineux sur tes vidéos, des choses comme ça, il y aura des répercussions. Donc au bout d'un moment, juste dire voilà, je me fais punir parce que voilà, je dis pas les trucs mainstream. Au bout d'un moment, peut-être remets-toi en question. Remets-toi, est-ce que ce que tu dis et ce que tu penses, est-ce que ça n'impacte pas de façon négative d'autres individus et d'autres groupes de personnes? Voilà, ils pensent un petit peu aux autres et peut-être essaye de voir, regarder autre chose que ton nombril. en faisant ça, ils savent très bien que peu de personnes décideront d'ouvrir leur gueule puisqu'ils ne pourront pas en vivre et même avoir leur futur ruiné. Mais tu peux pas simplement décider de censurer les informations comme ça serait mal vu par le public. Et c'est là qu'intervient l'idéologie woke. T'accuses des personnes d'être tous les mots finissant par phobe et tu pourras maintenant censurer n'importe qui avec les bénédictions du public. Ah là là. Non, mais surtout en face, définir tous les opposants comme woke, sans expliquer leur combat, etc. Non. Alors que c'est sûr que dire que oui, les femmes trans sont des hommes, ouais, c'est transphobe. Malheureusement, c'est pas parce que ça vous plaît pas, c'est comme ça. Au bout d'un moment, juste soyez respectueux envers les autres. Même si c'est faux et on n'a pas de zététiciens pour leur demander leur source cette fois-ci. Et YouTube maintenant a enlevé les dislikes, soi-disant pour protéger les gens du harcèlement, mais le seul truc qui protège réellement c'est les politiciens ou les pubs des entreprises qui se font ratio jusqu'à l'infini sur la plateforme. Et même leur YouTube Rewind de merde. Car les créateurs voient encore combien il y a de dislikes sur leurs vidéos, donc c'est des conneries. Et vous pouvez aussi télécharger cet add-on sur votre moteur de recherche pour faire réapparaître les dislikes. Attends, add-on. T'améliores un petit peu ton nom sur YouTube si vous l'avez pas déjà fait. Et deuxièmement, je me suis toujours demandé pourquoi on avait un mois entier, le Pride Month, dédié à la communauté LGBT, comme si un jour ou une semaine ne suffisait pas, car j'arrivais pas à comprendre pourquoi les entreprises balançaient autant de pognon en publicité durant cette période, alors que pourtant la communauté LGBT ne représente qu'une petite portion de la population. Mais
parce que c'est un sujet très important, tu vois, et que peut-être que toi tu t'en rends pas compte, mais les personnes LGBT sont souvent mises de côté. Trop souvent, et c'est pas parce que toi tu ne le vois pas que ça n'arrive pas. Et puis voilà, enfin, on arrive enfin à pouvoir dire ce qu'on peut, on arrive enfin, tu vois, à être dans un pays où on peut au moins se présenter tel qu'on est, et on risque pas de mourir. Et encore, parce qu'il y a toujours des connards, on sait jamais, mais... Je comprends pas. Est-ce que tu t'es pas dit que les 11 mois du tout, c'était juste pour les personnes cis et hétéros? Au bout d'un moment, juste arrêtez de penser que vous êtes tout seul, quoi. Et ce n'est pas parce qu'une communauté n'est pas une majorité... Enfin, c'est pas parce qu'il y a une minorité et que c'est une minorité de personnes que ces personnes ne comptent pas, tu vois. Les droits de ces personnes comptent autant que les autres. Elles sont pas plus... C'est pas des moins ou des meilleures personnes. C'est juste des personnes normales. Donc il faut que tout le monde ait les mêmes droits. Et en prenant en compte maintenant l'ESG, tout devient plus clair. C'est comme sur certains jeux comme Call of Duty où tu as une semaine double XP pour prendre des niveaux rapidement. Le Pride Month, c'est un mois entier où les grosses entreprises peuvent faire monter rapidement leur score d'ESG en balançant de la pub woke à foison. Ça je ne sais pas, surtout que tu n'as pas dit en fait les critères, là j'ai juste dit à peu près ce qu'il y avait, mais est-ce qu'ils prennent en compte justement leur participation au Pride Month, est-ce que ça a un impact sur l'ESG? Parce que là c'est que des suppositions. Tu nous as pas dit voilà quels critères, etc. Non, c'est que des suppositions. La communauté LGBT n'est pas majoritaire et je doute qu'ils soient rentables sur les milliards qu'ils balancent en pub durant cette période. Alors avant, je pensais simplement qu'ils s'achetaient une bonne image durant le Pride Month, mais en fait, ils améliorent aussi leur score ESG pour attirer les investisseurs. Et bien sûr, comme d'habitude, tu n'auras pas toute cette bienveillance du Pride Month mis dans les pays où l'homosexualité est pénalisée. Ils ont mis en... Oui, il y a des pays où malheureusement, ils sont contre les personnes LGBT ou tu risques de mourir. Et place ce système pour faire du profit, car l'humain lambda préfère investir dans des choses qui œuvrent pour l'environnement, pour l'égalité, bref, toutes ces belles choses qui font que tu es une bonne personne et aussi comme mécanisme de contrôle. C'est incroyable et si on continue à creuser, c'est même pas fini, il y a des dingueries encore plus abusées. En économie, on va dire que la règle de base, même si c'est pas forcément vrai, c'est que la rareté fait le prix du produit. Imaginons qu'il y ait 100 voitures dans le monde d'une certaine collection, elles vont se vendre environ 50 000 €. Mais dans le temps, ce nombre de voitures passe à 10 exemplaires car certaines personnes ont des accidents, certaines voitures tomberont en panne, bref, la valeur de cette voiture de collection va grimper en flèche car maintenant il y a moins d'exemplaires. La bourse c'est un peu pareil. Vite fait, oui. Et prenons l'action d'Apple et disons qu'il n'y a que 1000 actions de disponibles. Même si c'est faux, c'est juste pour l'explication. S'il n'y a que 10 actions achetées sur la totalité, la valeur sera assez basse car il restera encore 990 disponibles. Mais l'inverse, s'il n'y reste plus que 10 actions disponibles à acheter, cette fois-ci le prix sera plus grand. Et tu fais de l'argent en bourse car tu penses que d'autres personnes après toi achèteront des actions et tu pourras les vendre plus cher à ce moment-là. La valeur d'une action est purement fictive et un ressenti de ce que les gens pensent, d'où le phénomène des bulles. Tout le monde pense qu'une entreprise est en train de tout niquer car elle annonce des trucs de ouf pour le futur, donc tout le monde en achète, ce qui fait monter le prix rapidement et l'entreprise devient surcotée en bourse. Et c'est au moment où les gens réalisent que l'entreprise ne performe pas comme il espérait que la bulle éclate et que le prix crache car tout le monde vend. Bref, pourquoi j'explique ça? C'est parce que les grosses entreprises font ce qu'on appelle du buyback d'actions. Et accrochez-vous, on part dans un sacré délire. Donc imaginons que tu es le CEO d'Apple, que tu es à la conférence avec tes principaux investisseurs, car les grosses entreprises fonctionnent comme ça, un membre de la conférence possède 10% des actions de l'entreprise, l'autre 20%, etc. Ils ont Vraiment. accès à un glitch qui leur permet d'avoir de l'argent littéralement gratuitement. Ils peuvent aller à n'importe quelle banque ou réserve fédérale et demander un crédit, disons, 2 milliards de dollars pour quasiment 0% d'intérêt. Et de toute façon, s'il y a des intérêts sur le crédit, ils peuvent les déduire de leurs impôts. C'est la première dinguerie. Mais là, on a... Ok. On va dire que c'est vrai. Ils peuvent Ok. utiliser ce milliard pour racheter les actions de leur entreprise, faire monter le prix de l'action et par conséquent augmenter le pognon de tous ceux qui possèdent des actions. C'est ça qui s'appelle du buyback. Et bien sûr, le fait que la réserve fédérale ou les banques t'autorisent à faire un crédit dépend de certains critères, comme la rentabilité de ton entreprise, les prévisions du profit que tu vas engendrer, etc. Mais vu que ces critères dépendent aussi de l'ESG comme on a pu le voir juste avant, car les gros investisseurs ne peuvent investir chez toi uniquement si tu as un bon score, tu comprends que pour avoir accès à ce cheat code pour avoir de l'argent gratuitement, tu dois avoir un bon score d'ESG et par conséquent mettre en place une doctrine woke dans ton entreprise. Doctrine woke. Non, en fait. Et toujours, tu nous as pas donné les critères de l'ESG, etc. Tu pars juste en roue libre en disant oui, regardez, j'ai trouvé de l'ESG. Effectivement, il y a une note en fonction du social. Oh là 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 là, c'est pour ça qu'il attend d'entreprise woke. Tu n'as toujours pas défini woke d'ailleurs.
Bien sûr, ils ne peuvent pas se turbo-endetter à l'infini, il y a une limite à ça, mais il n'empêche qu'ils ont accès à ce truc complètement stupide. Ça explique énormément de choses. J'avais jamais compris pourquoi tout le système américain s'était déchaîné sur Donald Trump pour le pourrir à ce point alors que c'était un capitaliste. C'est un milliardaire, il voulait relancer l'économie, donc pourquoi ils l'ont éclaté et détruit son image? Parce qu'il disait que des conneries. En fait, lui, ce qu'il voulait, c'est de faire Make America Great Again, refaire les trucs américains. Et en fait, il voulait tellement favoriser en fait les entreprises américaines que du coup, en fait, tout ce qui viendrait de l'étranger deviendrait beaucoup trop cher. Et en fait, la majorité des entreprises, bah, leur production, tu vois, même si des fois, bah, enfin, tout ce qui va être production, parce que généralement, ce qui reste aux États-Unis, ça va être plutôt la conception, etc. Et donc, tous leurs produits, et voilà, toutes les parties qu'ils vont utiliser pour assembler leurs produits, elles viennent d'autres pays. Donc, en fait, Trump était juste un très mauvais personne. Enfin, il connaissait rien à l'économie. Et heureusement qu'il n'a pas fait d'autres conneries, parce que sinon, il se rend pas compte, mais il aurait littéralement tiré une balle dans le pied aux entreprises américaines. C'est pas juste parce qu'il était capitaliste. Au bout d'un moment, faut un peu réfléchir. Faut regarder les mesures qu'il prévoyait, etc. Et c'est un peu pareil quand on voit en fait l'extrême droite de la France, où ils veulent limite défiscaliser toutes les entreprises françaises, etc. Mais les autres entreprises, bah, au bout d'un moment, bah, elles vont se barrer si c'est plus avantageux ailleurs. Au bout d'un moment, c'est juste se tirer une balle dans le pied, et c'est juste ne pas se rendre compte pas que notre système économique actuel, il est mondialisé, d'accord? Et on peut pas juste, un pays actuellement ne peut pas faire une politique économique qui soit juste basée sur le pays. Ça marche pas, l'économie est mondiale. Donc, à moins d'être complètement autonome en tant que pays, bah, on est obligé de s'adapter au marché mondial. Les études ont montré que 91% des news durant son mandat étaient négatives, et c'était pareil dans chaque pays du monde entier. Et en fait, j'ai appris que Donald Trump voulait empêcher les grosses sociétés de racheter leurs actions avec des crédits à 0%. Il voulait que les grosses sociétés utilisent ce pognon pour réinvestir dans d'autres petites sociétés ou entreprises pour les booster afin de faire tourner l'économie et que ça reste pas dans un circuit fermé. Et là, tous les astres s'alignent. Trump voulait retirer aux grosses entreprises un glitch qui leur permet depuis des décennies d'avoir de l'argent gratuitement. Et qui possède des médias? Des milliardaires. Mais surtout, comment s'en financer? Mec, je pense que tu te rends pas compte de comment tu fonctionnes ta théorie en fait. Toi, t'avais une théorie, tu t'es dit, ah, les sociétés woke, regardez, il y a un terme ESG. Mais pourquoi les sociétés woke, les sociétés promulguent les sociétés woke? Là, tu t'es dit, là, t'as cherché tous les éléments qui allaient dans ton sens. Mec, ça marche pas comme ça, c'est pas comme ça qu'on essaye de fournir une argumentation. Tu ne choisis pas ce que tu veux trouver, et tu ne enfin, ça n'a aucun sens. Tu fais exactement l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Là, tu pourrais dire par exemple, tiens, c'est bizarre, les sociétés woke, etc. Et donc tu vois, tu pars de ton truc de ESG, tu te dis, ah, tu regardes les différents critères, tu vois à combien la part sociale marche sur la note, etc. Bref, tu fais des études, et tu vois en fonction de l'aspect global. Tu cherches pas, ah, cet élément il va dans mon sens, je le prends. Parce que là tu pars dans tes biais tout de suite. Financer les médias, que ce soit la télévision ou internet, via la publicité. Et qui paye ces publicités? Les grandes entreprises. Donc là, je pense que vous commencez à comprendre comment ce système fonctionne. Cette mise en place de la culture woke pour les gens qui nous dirigent aurait été une aubaine et un moyen de contrôle comme on n'en a jamais vu. Car toutes les entreprises veulent faire du profit, elles sont donc toutes obligées de se plier à l'ESG. Il n'y a aucun point négatif quand tu veux faire de l'argent de ne pas adhérer à ce système. Tu te fais bien voir car tu es woke et tu as même accès à de l'argent gratuitement. Deuxièmement, tu crées un système autoritaire où tu peux faire taire les avis dissidents qui critiquent ce système en les traitant de tous les mots qui finissent par phobe. Ou juste vous assumez pas que vous êtes peut-être homophobe, transphobe, etc. Au bout d'un moment, faut le dire quoi. Mais bon. Si c'est faux, et c'est là que le système est magnifique et ultra bien pensé. On a vu l'exemple de Donald Trump, il est raciste, homophobe, suprémaciste blanc, bref, la totale. En réalité, il s'attaquait juste à leur pognon, et tout le monde veut être une bonne personne. Non, pas que. Enfin bref. Se faire bien voir pour rentrer dans le moule. C'est bon pour le business, car si tu finis par te faire cancel, bye bye les partenariats, bye bye les sponsors. Le cancel maintenant est fait par tout le monde. Peu importe leur opinion politique, etc. Et quand tu parles de woke, je suppose que tu parles surtout des personnes LGBT. Et oh, incroyable, toutes les personnes LGBT ne sont pas de gauche. Il y a des personnes LGBT centristes, droite et même d'extrême droite. Waouh, incroyable. Il serait temps que tu te mettes à la page, hein, Roudoudouille.
Tu critiques le système, hop, tu es démonétisé sur YouTube. Si tu Ah oui, c'est toujours le truc. Ah là là, ouin, le système il est méchant, le système il est pas beau. Au bout d'un moment, on a compris, oui, le système est pas parfait. Il y a beaucoup de choses à changer, etc. Mais juste dire le système c'est de la merde, c'est pas... ça sert à rien. C'est juste... j'ai juste l'impression en fait que vous êtes juste... vous voyez que la société marche mal. Waouh. Je pense que tout le monde est au courant et vous êtes là à dire la société là marche mal. Et vous cherchez en fait des... merde, comment on appelle ça, des responsables, voilà. Donc, d'un côté, t'as les personnes, les woke, les musulmans, bref, toutes les personnes que vous n'aimez pas et vous leur faites porter tous les malheurs du monde. Alors que c'est nettement plus complexe. travailles en entreprise, tu te fais virer de ton taf pour un tweet. Ils font en sorte que ce ne soit pas économiquement viable pour toi de critiquer le système, comme ça les gens rentrent dans le moule et feront très attention de ne pas faire un pas de travers pour ne pas se faire attraper par l'inquisition. Et vous avez vu comment les gens s'expriment maintenant. On doit faire 6 pages de disclaimer avant de parler, rajouter avant chaque discussion. Je ne dis pas que tout le monde est comme ça, mais en fait on ne peut plus s'exprimer normalement. Dès qu'on s'exprime en public, on doit faire attention à chaque mot comme si on était en train de désamorcer une bombe. Non, en fait, la plupart des gens s'en foutent et ça marche très bien en fait. C'est sauf si tes propos peuvent nuire à, comme j'ai dit, à quelqu'un. Voilà. En fait, tu n'assumes pas d'avoir des propos qui peut-être homophobes, transphobes, etc. Mais au bout d'un moment, bah oui, c'est la triste réalité. Au bout d'un moment. Et en tant que bon toutou, on t'encourage même à dénoncer tel ou tel influenceur pour que ces partenariats l'annulent. Alors qu'ils embauchent des putains d'esclaves dans des usines, dans des pays sous-développés pour te vendre leur merde. Ouh là là, je peux pas faire un feat avec Bruno le Salé, hein. Franchement c'est chaud. Hein. Oui allô? Quoi? L'usine à Shanghai a brûlé, il y a eu 400 morts? Putain, fait chier, on est assuré au moins? Et c'est là que des associations comme Sleeping Giants ont été créées. Ce sont des bénévoles qui, durant... Assuré au moins? Et c'est là que des associations... Collectif citoyen de lutte contre le financement du discours de haine. Je ne connais pas ce truc. Sur les réseaux sociaux, on exige la lutte contre le financement des discours de haine sur internet et dans les médias. Ok, je ne savais pas. Mode d'action intervenu publiquement sur les réseaux sociaux et annonceurs dans les publicités apparaissent dans des médias conseillés comme d'extrême droite. Ok. Bon, ouais, il y a peut-être des dérives après, je sais pas ce qu'ils font. Comme Sleeping Giants ont été créées. Ce sont des bénévoles qui, durant leur temps libre, vont directement contacter les marques pour leur dire que tel ou tel influenceur a dit des trucs pas bien, donc du coup il faut annuler les partenariats. Je crois que j'ai jamais vu des aussi gros losers et d'ailleurs je suis bloqué depuis des années par leur Twitter. Alors que je les ai jamais cités, j'ai jamais parlé d'eux, etc. Mais bon, ils pré-bloquent parce que ce sont en fait des petites merdes, voire même des petites salopes, hein. Voilà, faut dire les termes. Mec, juste ça sert pas, les insultes comme ça sert à rien. Et bizarrement, cette association a été créée quand Donald Trump a été élu en 2016. Sûrement une coïncidence hein, et un coup du hasard. Je suis sûr que les têtes pensantes de ce projet n'ont absolument pas été influencées ou reçu un billet par les multinationales afin de mettre en place la cancel culture. Car Trump vous... Alors, c'est pas mal là comme théorie du complot. Donc, Sleeping Giant serait un truc, voilà, une association qui serait été financée par les multinationales pour empêcher Trump d'accéder au pouvoir. Au bout d'un moment, soyez un peu logique, quoi, ça n'a aucun sens. Retirer leur infini money glitch. Donc voilà pour l'ESG, je pense que j'ai fait une bonne introduction sur ce sujet-là, et j'espère que ça vous intéressait d'en apprendre plus. Bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager. Bref, on n'a rien appris, tu n'as toujours pas défini le mot woke, quand même, surtout que tu en parles tout le temps. Voilà, tu as à peine parlé de l'ESG, tu as à peine parlé de différents critères, et tu as juste dit, oh là là, regardez, dans l'ESG, il y a un critère social, oh là 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 là, pour que les entreprises soient bonne vue, il faut qu'elles aient une bonne note, et donc du coup, le critère social, ça compte. Et tu n'as absolument pas prouvé en quoi il fallait suivre ta fameuse doctrine woke pour avoir une bonne note. Donc tu n'as rien dit et tu n'as rien prouvé. Donc au bout d'un moment, c'est un petit peu lourd. Donc voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine pour une autre vidéo. Ciao.